le radar français, l'actu de France et d'ailleurs. On commence. Un missile au-dessus du Koweït, une entente non signée à Washington et un seul détroit capable de contrôler le prix de votre prochaine facture. Les 60 prochains jours pourraient décider si les marchés de l'énergie respirent ou se brisent. Je surveille le détroit d'Ormuz depuis 3 mois d'affilée et je vais être honnête, ce qui s'est passé il y a 2 nuits n'était pas censé arriver. Pas maintenant. Pas pendant que les deux camps sont assis à la table des négociations. Voici le fait. Dans la nuit du 28 mai 2026, l'Iran a tiré des missiles balistiques en direction de la base aérienne Ali Al-Salem, au Koweït, une base qui accueille du personnel de l'armée de l'air américaine. Les systèmes de défense Patriot du Koweït ont intercepté les projectiles entrants. Le commandement central des États-Unis a confirmé l'interception et a immédiatement qualifié l'incident de violation flagrante du cessez-le-feu. Ce n'est pas un langage diplomatique. C'est un tir d'avertissement emballé dans un communiqué de presse. Un fragile protocole d'entente de 60 jours qui pourrait rouvrir le point d'étranglement énergétique le plus critique de la planète se trouve actuellement non signé sur le bureau du président Trump. Et l'Iran a choisi précisément ce moment pour tirer. Pourquoi ? Évidemment, dans l'univers trumpiste, même un document non signé peut être vendu comme une victoire historique de préférence avant que quelqu'un lise les petits caractères. Avant d'en arriver là, il faut comprendre ce qui est réellement en jeu, personnellement. Le détroit d'Ormuz transporte environ 20% de l'approvisionnement énergétique mondial. Le brut Brent se négocie actuellement à 92 $ le baril. C'est 40 et 1% de plus que les 65 $ où il se trouvait le 27 février 2026, la veille du début de cette guerre. Chaque dollar ajouté à ce baril finit par se retrouver dans les factures d'électricité, les reçus d'épicerie et les budgets mensuels. Ce n'est pas un conflit qui se déroule quelque part très loin sur une carte. Ce conflit est déjà dans le portefeuille. Ce que les 60 prochains jours signifient réellement pour les prix de l'énergie et pour le coût de la vie va bien plus loin que les manchettes de ce matin. Voici ce que la plupart des couvertures médiatiques comprennent mal. Tous les grands médias posent aujourd'hui la même question. L'Iran a-t-il mal calculé? Cette attaque était-elle un signe de faiblesse ou un signe de défi? Et il s'arrête là. Il donne la surface. Il donne l'explosion, la conférence de presse et le cours boursier. Mais la réalité est différente. C'est généralement là que s'arrête la version géopolitique de la conférence de presse. Un slogan, un pupitre, et d'une manière ou d'une autre, personne ne parle de la facture qui arrive plus tard. Pour comprendre l'ensemble du tableau, il faut regarder 3 jeux simultanés qui se jouent sur le même échiquier au même moment. Il y a le jeu militaire dans le détroit d'Ormuz. Il y a la guerre terrestre qui s'intensifie dans le sud du Liban. Et il y a le jeu diplomatique qui se déroule dans des négociations en coulisses, loin des caméras. Ces 3 jeux semblent séparés. Ils ne le sont pas. Ils sont reliés par une seule monnaie, le levier de pression. Et celui qui contrôle ce levier à ce moment précis contrôle l'issue d'un accord qui déterminera les prix de l'énergie pour les 2 prochaines années. La grille stratégique ici consiste à lire les 3 simultanément. Pas à travers le cadrage d'un seul gouvernement. Pas à travers la ligne éditoriale d'une seule organisation médiatique, mais à travers les données, à travers la chronologie documentée, à travers les schémas qui se répètent chaque fois que cette région atteint un point de pression comme celui-ci. La question qui traverse toute cette analyse est la suivante. Qui a réellement le plus besoin de cet accord, Washington ou Téhéran? Parce que la réponse n'est pas celle qu'elle semble être. La chronologie compte, parce que le contexte est essentiel ici, et sans lui, chaque événement pris séparément paraît aléatoire. Il ne l'est pas. Il y a un schéma. Et une fois que ce schéma devient visible, on ne peut plus l'ignorer. 28 février 2026, la guerre commence. Les forces américaines et israéliennes mènent des frappes coordonnées contre des cibles militaires iraniennes. L'Iran répond en fermant de fait le détroit d'Ormuz à la navigation commerciale. En 72 heures, le brut Brent dépasse 115 $ le baril. Les compagnies maritimes mondiales commencent à détourner les pétroliers autour du cap de Bonne-Espérance, ajoutant 2 à 3 semaines de temps de transit et environ 20 à 30% de coûts de carburant supplémentaires par voyage. L'Agence internationale de l'énergie confirme que environ 20% de l'approvisionnement énergétique mondial a été perturbé. Ce n'est pas une crise régionale, c'est un événement économique mondial. 15 mars, Trump rejette la première proposition de cessez-le-feu de l'Iran et autorise des frappes sur l'île de Karg, le principal terminal d'exportation pétrolière de l'Iran. Les prix du brut se maintiennent près de 100 $ le baril. Le détroit reste fermé. La pression monte des 2 côtés, mais les dommages économiques sont asymétriques. La monnaie iranienne s'effondre. Mais les États du Golfe, le Koweït, le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite saignent eux aussi, parce que la perturbation iranienne d'Ormuz ne vise pas seulement les États-Unis, elle les vise aussi. C'est la partie qu'un rassemblement électoral n'explique jamais très bien, quand la pression maximale commence à fuir jusque dans le réservoir de tout le monde.
8 avril, le premier grand tournant. Après que Trump a lancé un ultimatum menaçant de cibler les infrastructures électriques iraniennes, le Premier ministre du Pakistan organise une intervention de dernière minute. Les États-Unis et l'Iran acceptent un cessez-le-feu conditionnel de 2 semaines. Hormuz rouvre dans des conditions partielles et coordonnées. En une seule journée de négociation, le brut Brent chute d'environ 14% pour atteindre environ 4,22 $ le baril. Les contrats à terme sur le mazout de chauffage reculent de plus de 17%. Les marchés expirent. Le premier cycle de pourparlers directs est prévu à Islamabad. Cela est documenté simultanément par Reuters, l'Associated Press et CNBC. Cette seule journée de progrès diplomatique a eu un effet extraordinaire sur les marchés mondiaux de l'énergie. Un accord, une annonce, 14%. Ce chiffre montre à quel point la pression est comprimée dans cette négociation. 18 mai, Trump annule une vague imminente de frappes militaires afin de laisser plus de temps aux pourparlers. Les prix du pétrole reculent encore de 10% par rapport à leur niveau d'après cessez-le-feu. Le secrétaire d'État Marco Rubio déclare publiquement que l'administration donnera à la diplomatie toutes les chances de réussir. Les marchés interprètent cela comme un signal. Le brut Brent glisse vers le bas de la fourchette des 90 $. La diplomatie reçoit soudain toutes les chances de réussir quand le marché commence à traiter le scénario de dur à cuire comme une facture. 27 et 28 mai, l'architecture fragile commence à se fissurer. Les forces américaines mènent de nouvelles frappes contre des sites militaires iraniens. L'Iran réplique en tirant des missiles balistiques vers la base aérienne Ali El-Salem, au Koweït. Les systèmes de défense aérienne du Koweït interceptent les projectiles. Le commandement central des États-Unis publie une déclaration officielle, confirmée par l'Associated Press, qualifiant l'attaque de violation flagrante du cessez-le-feu. Les prix du pétrole bondissent en cours de séance avant de reculer lorsque des signaux de négociation réapparaissent. Toujours le 28 mai, le secrétaire au Trésor Scott Bessent se présente au pupitre de la Maison-Blanche et énonce 3 conditions non négociables au nom de l'administration Trump. Premièrement, Hormuz doit rouvrir entièrement. Deuxièmement, l'Iran doit remettre son stock d'uranium hautement enrichi. Troisièmement, Téhéran doit accepter d'abandonner définitivement son programme d'armes nucléaires. Les mots exacts de Bessent, tels que rapportés par plusieurs médias, rien ne sera sur la table tant que nous ne verrons pas le détroit d'Ormuz ouvert. Simultanément, les négociateurs des 2 camps auraient conclu un protocole d'entente de 60 jours pour prolonger le cessez-le-feu et ouvrir une voie de négociation formelle sur le dossier nucléaire. Mais à ce matin, le 30 mai 2026, le président Trump ne l'a pas signé. Le message est donc maximaliste en public, inachevé en privé et censé malgré tout calmer le monde avant le déjeuner. Voilà. La carte, 90 jours, 6 tournants. Un document non signé assis entre une pause fragile et une escalade potentielle. Mais cette carte ne montre pas qui exerce réellement une pression sur qui sous la surface, ni pourquoi l'attaque contre le Koweït il y a 2 nuits n'était peut être pas le mauvais calcul que tout le monde décrit. 3 jeux, un seul échiquier. Et les règles de chaque jeu s'écrivent en temps réel. Le premier jeu est celui que tout le monde observe et que presque tout le monde lit de travers. Voici le cadre analytique que la plupart des couvertures médiatiques ignorent complètement. L'Iran n'a pas besoin de vaincre l'armée américaine pour gagner à Hormuz. Il n'en a jamais eu besoin. Les forces armées américaines sont catégoriquement supérieures en termes militaires conventionnels. Cela n'a jamais été remis en question. Ce que l'Iran doit faire est beaucoup plus simple et beaucoup plus difficile à contrer. Il doit rendre le calcul du risque inacceptable pour les exploitants de navires commerciaux, les souscripteurs d'assurance et les capitaines de pétroliers. En pratique, une compagnie maritime n'a pas besoin de perdre un navire pour changer son itinéraire. Il lui suffit de croire que la probabilité de perte est assez élevée pour justifier le coût supplémentaire d'un détour par l'Afrique plutôt que par Hormuz. L'Iran n'a pas besoin d'un taux de réussite de 10% pour ses lancements de drones et de missiles. Il a besoin que la menace soit assez crédible pour que Lloyd's of London augmente les primes de risque de guerre à un niveau qui rende la route économiquement non viable. C'est de la guerre économique asymétrique. Et si l'on suit le schéma documenté du comportement iranien tout au long de ce conflit, lancement d'essaim de drones, ciblage de navires commerciaux, tir contre des bases des États du Golfe, la logique stratégique devient claire. Chaque incident, même intercepté, maintient en vie la prime de risque. L'attaque contre le Koweït, il y a 2 nuits, a été interceptée. Aucun navire commercial n'a été touché. Et pourtant, à ce matin, les exploitants de pétroliers continuent de contourner le cap de Bonne-Espérance. C'est précisément le point. L'interception ne supprime pas la prime, elle confirme simplement que la menace est réelle. Missile intercepté, marché toujours nerveux. Pas exactement le graphique de victoire propre qui tient facilement sur une affiche à la Trump. C'est ici que l'analyse doit rester disciplinée. Ce cadrage représente une interprétation du comportement stratégique iranien.
C'est l'interprétation soutenue par le schéma opérationnel sur le terrain, mais c'est une conclusion analytique, pas une intention étatique confirmée. Et il existe un contre-argument qui mérite un poids égal. Des responsables iraniens et un certain nombre d'observateurs internationaux indépendants soutiennent de manière constante que les actions de Téhéran dans le détroit sont une réponse directe et proportionnée à un blocus économique imposé à l'Iran bien avant qu'un missile ne soit tiré. L'architecture des sanctions que les États-Unis maintiennent contre l'Iran, considérablement durcie par les campagnes de pression maximale de la dernière décennie, a, selon plusieurs évaluations indépendantes, sévèrement contraint l'économie civile iranienne. De ce point de vue, perturber Hormuz n'est pas une agression, c'est un levier. Le même levier que Washington utilise par les sanctions financières, Téhéran l'applique par la perturbation maritime. Cela ne rend pas cette perturbation légale au regard du droit maritime international, mais cela la rend compréhensible comme posture stratégique. Et cette distinction compte énormément lorsqu'on essaie de comprendre où une négociation peut aller ensuite. Washington appelle sa stratégie de pression une politique. Téhéran appelle sa stratégie de pression un levier. Le marché, moins impressionné par l'emballage, appelle les deux coûteux. Le 27 mai 2026, les forces de défense israéliennes ont confirmé avoir frappé plus de 550 cibles affiliées au Hezbollah au cours d'une seule semaine. Tyr, Nabatie, la vallée de la Bekaa, plusieurs sites dans le sud du Liban. Les FDI ont également confirmé, et c'est le détail essentiel, avoir franchi la ligne jaune établie par l'accord de cessez-le-feu du 17 avril. Les forces terrestres israéliennes ont avancé plus profondément en territoire libanais. Le Premier ministre Netanyahou a donné publiquement l'ordre d'intensifier les opérations. Le tableau opérationnel documenté montre les divisions 91 et 36 des FDI opérant à des points de friction qui dépassent la zone de sécurité précédemment déclarée. L'objectif militaire déclaré est de repousser les capacités de lancement de drones du Hezbollah suffisamment loin de la frontière pour réduire la fréquence quotidienne des attaques contre les communautés du nord d'Israël. C'est un objectif de sécurité légitime du point de vue d'Israël, et il est appuyé par l'activité documentée du Hezbollah, notamment la mort confirmée du sergent Rotamiani près de Moshav Gouran, frappé par un drone explosif. Mais la question stratégique que les analystes soulèvent maintenant, et que l'analyse opérationnelle d'avril-mai du centre de recherche Alma rend visible, est que le schéma d'attaque actuel du Hezbollah n'est pas réactif au sens conventionnel. Il ne répond pas à des déclencheurs israéliens précis par des contre-mouvements précis. Il fonctionne selon un rythme autonome et continu de lancement de drones et de frappe de drones, qui agit comme une pression constante de basse intensité plutôt que comme une escalade vers un engagement décisif. Ce schéma suggère que le Hezbollah, comme l'Iran à Hormuz, ne cherche pas à gagner une confrontation militaire conventionnelle. Il cherche à maintenir un coup quotidien, lent, imprévisible, qui rend tout cessez-le-feu aux conditions d'Israël politiquement difficiles à vendre sur le plan intérieur. Le contre-argument ici est important et il est soulevé par des voix sérieuses. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies a rapporté qu'au 23 avril, au moins 2489 personnes avaient été tuées au Liban depuis la reprise des combats le 2 mars. Plus de 20 États observateurs ont officiellement condamné les frappes israéliennes du 8 avril, qu'une évaluation de la BBC a décrite comme susceptibles de produire des gains militaires limités par rapport à leur impact civil. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a déclaré que si Israël a le droit d'opérer dans le sud du Liban, l'ampleur des dommages causés par les opérations en cours soulève de sérieuses questions au regard du droit international humanitaire. Ce ne sont pas des positions marginales, ce sont des déclarations documentées provenant d'institutions internationales crédibles et de gouvernements alliés. Toute analyse honnête du front libanais doit tenir simultanément ces deux réalités. La menace sécuritaire documentée que représentent les opérations de drones du Hezbollah pour Israël et le coût civil documenté de la réponse opérationnelle. La question stratégique, et c'est là qu'elle rejoint la table des négociations, est de savoir si l'expansion d'Israël au-delà de la ligne jaune relève d'une nécessité militaire dictée par de véritables impératifs de sécurité, ou si elle est, au moins en partie, un signal délibéré envoyé à Washington et à Téhéran pour indiquer que tout accord limitant la liberté opérationnelle d'Israël au Liban ne sera pas accepté passivement. Des sources citées par le Times of Israel indiquent qu'Israël a communiqué son intention de conserver une liberté opérationnelle dans une profondeur de 7 à 8 km en territoire libanais, peu importe tout accord plus large entre les États-Unis et l'Iran. C'est un levier qui fonctionne simultanément sur le troisième échiquier. Chaque camp dit vouloir un accord, mais chaque camp arrive aussi avec une ligne rouge assez longue pour bloquer la porte. Le précédent historique compte ici parce que c'est là que la profondeur du moment actuel devient pleinement visible. En 2015, les dernières semaines des négociations sur le plan d'action global commun ont suivi un rythme remarquablement similaire. Pression militaire
coercition économique, intermédiaire en coulisses et une série de moments de dernière échéance dramatique qui ressemblaient à un effondrement vu de l'extérieur, mais qui fonctionnaient comme une pression de délai vu de l'intérieur. Chaque escalade apparente dans la dernière ligne droite de ces pourparlers était rétrospectivement un mouvement de négociation portant le costume d'un incident militaire. La situation actuelle n'est pas identique à celle de 2015. Les variables sont très différentes. L'avancement nucléaire de l'Iran est plus étendu. La situation militaire régionale est beaucoup plus active et les lignes rouges de l'administration Trump sont structurellement différentes de celles de l'administration Obama. Mais le schéma de comportement escalader, signaler, faire une pause, puis escalader de nouveau, correspond à une partie négociante qui a conclu que son meilleur levier était le coup de l'incertitude, continue plutôt que la perspective d'une victoire militaire. C'est ici que l'analyse devient réellement complexe. En date du 28 mai, les négociateurs auraient conclu un protocole d'entente de 60 jours qui prolongerait le cessez-le-feu et ouvrirait une voie formelle de négociation nucléaire. Des sources américaines ont confirmé à CNBC. Trump ne l'a pas signé. Et le secrétaire au Trésor Scott Bessent s'est présenté à la Maison-Blanche le même jour pour énoncer 3 conditions qui, prises ensemble, représentent une position d'ouverture maximaliste, réouverture complète d'Ormus, remise de l'uranium hautement enrichi, abandon permanent du programme d'armes nucléaires. Une position d'ouverture maximaliste est utile en politique parce qu'elle sonne fort. En diplomatie, elle signifie souvent que quelqu'un d'autre devra discrètement nettoyer le slogan par la suite. La télévision d'État iranienne a rapporté le même jour que Téhéran avait accepté, dans un projet de protocole, de rouvrir Ormuz, mais dans un cadre où l'Iran et Oman géraient conjointement le trafic dans le détroit. La Maison-Blanche a rejeté cette affirmation comme une pure invention. Trump a déclaré publiquement qu'aucune nation ne contrôlerait la navigation dans le détroit. Il ne s'agit pas de 2 camps qui échouent à communiquer. Il s'agit de 2 camps qui communiquent très précisément à leurs publics nationaux, au marché, et l'un à l'autre que l'écart entre leurs positions publiques demeure large. Bob Parker, conseiller principal à l'International Capital Markets Association, a estimé sur CNBC que même si Hormuz rouvre, l'ouverture ne sera que partielle, compte tenu des dommages aux infrastructures, des défis de sécurité persistants et des stocks épuisés. Sa projection pour les prix du pétrole, entre 4,20 et 100 $, le baril pendant au moins les prochains mois. La question analytique indépendante, celle qui sépare l'analyse stratégique de la lecture des manchettes, n'est pas de savoir si un accord aura lieu, elle est de savoir si l'un ou l'autre des camps possède une structure politique intérieure capable d'accepter les conditions qu'exige un véritable accord. La direction du corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré publiquement qu'elle croit gagner ce conflit. Le président élu de l'Iran a simultanément reconnu une crise économique critique et averti que tout le pays porterait le coup d'une confrontation prolongée. Ce n'est pas une position de négociation unifiée. C'est un régime qui gère une fracture interne tout en projetant une cohérence externe. Washington, de son côté, gère sa propre tension interne. L'instinct de Trump pour les accords entre en collision avec les conditions publiques maximalistes de Bessent et avec l'insistance parallèle d'Israël sur sa liberté opérationnelle au Liban, indépendamment de tout accord plus large. C'est le casse-tête classique de l'ère Trump. Le négociateur veut l'accord, le pupitre veut la performance et la réalité refuse d'applaudir au bon moment. 3 jeux, 3 séries de leviers, 3 publics nationaux avec lesquels chaque camp négocie et devant lesquels il joue simultanément. Et sous tout cela se cache un chiffre dont personne ne parle assez fort. Ce chiffre, c'est ce que ce conflit coûte réellement en ce moment, aujourd'hui, cette semaine. Et il est plus élevé que presque tout le monde ne l'admet publiquement. C'est ici que la géopolitique cesse d'être abstraite et devient personnelle. Le brut Brent se trouve à 92 $ le baril ce matin. Ce chiffre ressemble à une statistique financière. Il ne l'est pas. C'est un mécanisme de transmission. Chaque dollar sur ce baril voyage dans un pipeline invisible qui relie l'interception d'un missile au-dessus du Koweït au prix affiché sur les tablettes d'épicerie, à la facture d'électricité, au coût mensuel du transport et, pour toute personne qui détient une hypothèque à taux variable ou un prêt commercial, potentiellement au paiement d'intérêts. Voici comment ces transmissions fonctionnent en pratique. Quand les prix du pétrole augmentent, les coûts de transport augmentent d'abord. Les transporteurs paient plus cher le carburant de soute. Ils refilent ce coût aux transitaires. Les transitaires le refilent aux importateurs. Les importateurs le refilent aux détaillants. Les détaillants le refilent aux consommateurs. Cette chaîne ne se déplace pas instantanément. Elle avance avec un délai d'environ 6 à 10 semaines. Ce qui signifie que l'impact complet de la perturbation, commencé le 28 février 2026, est encore en train de se frayer un chemin dans le système des prix, en ce moment même, aujourd'hui, en mai 2026. Cela signifie que le coût complet de ce conflit ne se fait pas encore sentir. Seule une partie de ce coût est déjà ressentie. Le reste est encore dans le pipeline.
Et le détail que la plupart des couvertures financières ne soulignent pas assez clairement est que même si le détroit d'Ormuz rouvrait demain entièrement, sans condition, complètement, le soulagement sur les prix ne serait pas immédiat. Bob Parker, de l'International Capital Markets Association, a déclaré explicitement sur CNBC le 29, mais que l'ouverture serait probablement seulement partielle en raison des dommages physiques aux infrastructures dans les raffineries et pipelines du Golfe, des primes de risque de sécurité persistantes exigées par les assureurs et de la simple réalité logistique selon laquelle des centaines de pétroliers ont déjà été détournés autour du cap de Bonne-Espérance et ne peuvent pas immédiatement faire demi-tour. Sa projection pour les prix, un brut Brent entre 90 et 100 $ le baril pendant au moins les prochains mois. Ce n'est pas un scénario de guerre, c'est son scénario de base pour un scénario de paix. Même le scénario de paix arrive maintenant avec une tarification de pointe. Curieusement, cela ne se retrouve jamais sur la bannière de victoire. À partir d'ici, il y a deux scénarios actifs. Si Trump signe le protocole d'entente de 60 jours et qu'une voie de négociation crédible s'ouvre, les analystes de marché projettent que le Brent pourrait reculer vers 80 à 85 $. Cela représenterait un soulagement significatif, mais pas un retour aux 65 $ qui existait avant le 28 février. Les dommages aux infrastructures rendent à eux seuls ce niveau peu probable à court terme. Si le protocole s'effondre, si l'écart entre les conditions maximalistes de Washington et les contraintes politiques internes de Téhéran s'avère impossible à combler, les analystes ont signalé le risque d'un retour du brut vers 110 $ ou plus. Ce scénario raviverait la pression inflationniste à un moment où les banques centrales naviguent déjà entre une inflation persistante dans les services et un ralentissement de la croissance. Les banques centrales ne peuvent pas résoudre une perturbation de l'offre avec la politique de taux d'intérêt. Elles peuvent seulement ralentir la demande, ce qui signifie que le coût de l'ajustement retombe sur les ménages ordinaires sous forme de pouvoir d'achat réduit, de conditions de crédit plus serrées et de prix plus élevés sur les biens importés dans toutes les catégories. C'est la partie qu'aucun communiqué de sommet et aucun communiqué de cessez-le-feu ne dira directement. Le système financier a déjà absorbé un choc. La question est de savoir si les 60 prochains jours ajouteront à ce choc ou commenceront à le soulager. Le public n'est pas un simple spectateur dans cette négociation. Il en est l'une des parties prenantes non déclarées et la décision qui déterminera quel scénario se produira est posée, non signée, sur un bureau à Washington en ce moment même. Le public n'obtient pas de siège à la table des négociations, mais d'une manière ou d'une autre, il obtient toujours une place quand la facture arrive. Les trois jeux reviennent donc au centre de l'analyse. À Ormuz, l'Iran ne mène pas une guerre militaire. Il maintient une prime de menace économique qui fonctionne, que ses missiles atteignent leur cible ou qu'ils soient interceptés. Chaque lancement maintient le coût d'assurance en vie. Chaque interception prouve que la menace est réelle. C'est la géométrie de la pression asymétrique et elle ne se règle pas par la seule supériorité militaire. Dans le sud du Liban, les forces de défense israéliennes ont franchi la ligne de cessez-le-feu et opèrent plus profondément en territoire libanais. Qu'il s'agisse d'une véritable nécessité de sécurité ou d'un signal délibéré à Washington indiquant que la liberté opérationnelle d'Israël n'est pas négociable, ou les deux simultanément, l'effet est le même. Cela ajoute une troisième variable à une négociation qui peine déjà à combler l'écart sur deux autres. Et à la table des négociations, un protocole d'entente de 60 jours reste non signé. Les deux camps parlent publiquement en termes maximalistes tout en avançant, selon les informations disponibles, progressivement vers un cadre dans les coulisses. Ce n'est pas un échec. C'est ainsi que la diplomatie à enjeux élevés avance réellement dans sa phase finale de compression. Mais c'est aussi la phase où la plus petite erreur de calcul produit les conséquences les plus grandes. La question centrale est la suivante. Trump est un négociateur par identité, mais l'accord que Téhéran peut survivre politiquement sur le plan intérieur et l'accord que Washington peut défendre publiquement ne sont pas encore le même document. Le prochain mouvement que Trump signe, retarde ou se retire entièrement fixera le prix de l'énergie, le rythme de l'inflation et la trajectoire de tout cet ordre régional pour les 2 prochaines années. L'accord pourra être vendu comme de la force, le retard pourra être vendu comme de la stratégie et le retrait pourra être vendu comme du courage. Le marché traduira les trois en chiffres. C'est exactement le genre de point d'inflexion où attendre 24 heures pour avoir l'ensemble du tableau coûte plus cher que la plupart des gens ne réalisent. Ce n'est pas une histoire qui avance lentement. Merci de nous avoir suivis. Pour ne rien manquer de l'actualité, abonnez-vous au Le Radar français et activez la cloche. À très vite pour un prochain décryptage